Les corsaires français et anglais. Le partage entre l'Espagne et le Portugal des terres découvertes et à découvrir au-delà de l'océan résultait du traité de Tordesillas du 7 juin 1494, comme je vous l'avais déjà dit dans des exposés précédents. Et ce partage, donc, est entérinée par une bulle du pape Alexandre VI et elle ne fut admise ni par la France, ni par l'Angleterre, et ceci d'autant plus qu'il fut suivi de l'interdiction faite par les Espagnols aux autres nations de commercer directement avec leurs colonies d'Amérique. C'est dans ces conditions que les souverains français et anglais tolérèrent que leurs nationaux, sous couvert de lettres de marque, c'est-à-dire de permission par le roi de piller en mer l'ennemi, mais quelquefois ces lettres de marque étaient plus ou moins authentiques, quand bien même que donc les souverains français et anglais tolérèrent que leurs nationaux, sous couvert de lettres de marque, s'attaquent aux intérêts espagnols dans les eaux européennes comme aux Indes occidentales. Cette tolérance se mua parfois en encouragement à peine déguisé. C'est-à-dire que, vous voyez, pour arriver à leur fin, les États français et anglais ont toléré la piraterie. Simplement, le fait que cette piraterie soit protégée par les États, on appelait ça faire aller à la course, être corsaire. C'est pour ça que la différence entre corsaire et forban ou flibustier, c'est pas la même chose parce que le corsaire est un pirate, mais c'est un fonctionnaire, un mercenaire au service du roi. Et vous voyez que les États, donc, ont utilisé la piraterie, c'est-à-dire le fait de piller en mer, piller un navire en mer, eh bien, pour leurs propres intérêts. Donc, quand ça arrangeait les États, eh bien, ils promotionnaient la piraterie, et quand ça les arrangeait pas, ben, ils faisaient la chasse aux pirates. Et donc, pour en revenir à l'implication des protestants huguenots dans la guerre de course, dès 1521, les Français se lancent à l'attaque des navires espagnols en provenance des Indes occidentales, c'est-à-dire des Amériques. Sans être les seuls, les armateurs huguenots, comme leurs homologues anglicans, se lancèrent dans cette activité tant pour son côté lucratif que pour des motifs religieux, surtout à l'époque des guerres de religion. En effet, les Espagnols redoutaient une implantation française et protestante sur leur terre du Nouveau Monde. Ils avaient détruit en 1565, sous les ordres de Pedro Menéndez de Aviles, la colonie fondée en Floride par Ribaud et Laudonnière et massacré tous ses habitants, non comme Français, mais comme luthériens. Luthériens, c'est-à-dire comme protestants. Les Huguenots étaient des adeptes de Luther qui a participé à la réforme protestante. Et dans le mouvement protestant du XVIe siècle, il y avait déjà deux grands courants à l'intérieur du mouvement protestant. Il y avait les luthériens, qu'on appelle les huguenots, et il y avait les calvinistes, qui suivaient plutôt la ligne de Calvin, et donc il y avait les luthériens et les calvinistes. Et donc, les Espagnols redoutaient donc cette implantation française et huguenote, et ont fait du carnage auprès des marins français.
et de même qu'il traitait les corsaires capturés non en prisonniers, mais en hérétiques, à qui il réservait les mêmes peines que celles prononcées en Espagne, c'est-à-dire la pendaison. La mer étant par essence un espace de liberté, il ne faut pas s'étonner que les gens de mer aient été très tôt attirés par les idées de la Réforme, à tel point que Jean le Frère a pu dire en 1584 que presque tous les mariniers de France sont protestants, nommément ceux de Normandie, qui sont les plus experts de France. La guerre de course s'inscrit dans deux registres, à l'initiative de l'amiral de Coligny, qui l'institutionnalise et l'organise. L'un dans les guerres entre l'Espagne et la France, qui lance les protestants dans la colonisation et la course pour affaiblir l'Espagne sur un autre front, l'autre pendant les guerres de religion en France, où Jeanne d'Albret et les princes protestants en font un instrument au service de la cause protestante, essentiellement pour son financement. Aladdin le Marocain, la pire haterie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien vu, bien vu. J'y avais pas pensé encore. En même temps, de temps en temps, vous voyez, je jette un coup d'œil sur le chat. Ah, excellent, Aladdin. Donc, je poursuis. Alors, les principaux corsaires huguenots. En 1523, le français Jean Forain, autrement appelé Fleury, Jean Fleury, capitaine dans la flotte corsaire de l'armateur diepois Jean Angot, capture au large du cap Saint-Vincent un galion ramenant en Espagne le trésor de Moctezuma que Cortés envoie à Charles Quint. Plus tard, Guillaume Chaudet, fils d'un riche marchand protestant de Honfleur, débarque une riche cargaison de sucre en provenance des Canaries ou de Porto Rico. Aux Indes occidentales, les attaques portaient tant sur la capture de navires transportant de riches cargaisons que sur le pillage de villes côtières ou insulaires. Entre 1536 et 1568, on dénombre 152 navires capturés dans la mer des Caraïbes et 37 entre l'Espagne, les Canaries et les Açores, mais, mais pas tous par des huguenots. Il est donc à noter que les corsaires n'hésitaient pas, en venant à transporter des marchandises de contrebande aux Espagnols des villes côtières avant de s'attaquer aux galions. À terre, on peut citer l'attaque de Carthagène, en Colombie, en 1543, par une troupe combinée de 300 Français et Anglais. En 1534, Santiago de Cuba sera pillé par Jacques de Sores avec 3 bateaux et 300 hommes, et il récidive l'année suivante en mettant à sac Santa Maria de Cuba. En juillet, avec son compagnon, le Normand François Leclerc, il s'empare de la Havane où il brûle les églises et s'empare d'un énorme butin. François Leclerc avait reçu en 1553 d'Henri II la première patente de course pour opérer en Amérique. La patente de course, autrement dit la lettre de marque, autrement dit l'autorisation par le roi, donc par Henri II, de piller les navires ennemis qui se trouveraient sur sa route. Un autre huguenot, Guillaume le Testu,
membre de l'école de cartographie de Dieppe et corsaire, s'allia en mars 1573 au célèbre capitaine anglais Francis Drake. En joignant leurs deux troupes, ils s'emparèrent d'un important convoi d'or et d'argent en provenance du Pérou sous les murs de Nombre de Dios dans l'isthme de Panama, après avoir défait une forte escorte espagnole. Guillaume le Testu périt du reste dans cette affaire. Avant de vous parler des navires de course, les amis, je vous propose de faire une courte pause musicale avec des chants de marins. Alors, le premier chant de marin que je vous propose, c'est un chant de travail, un chant qu'on effectuait sur les bateaux lorsque l'on virait au cabestan. Et ce titre, c'est « Brassons bien, partout carré ». Un homme vient d'arriver, un homme vient d'arriver, un homme vient d'arriver, un homme vient d'arriver. Un beau trois-mâts chargé de blé au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. Au pied de la fosse est amarré, au pied de la fosse est amarré, au pied de la fosse est amarré, au pied de la fosse est amarré. Nos trois-mâts chargés de blé au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. Joli marin gentil gabier, joli marin gentil gabier, joli marin gentil gabier, joli marin gentil gabier. Bien vendez-vous la peurée au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. La belle c'est à gagner, pour vous la belle c'est à gagner, pour vous la belle c'est à gagner, pour vous la belle c'est à gagner. La grande nuit de partie carrée au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. Joli marin gentil gabier, joli marin gentil gabier, joli marin gentil gabier, joli marin gentil gabier. Et pas la partie carrée au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. La belle je vous la prendrai, la belle je vous la prendrai, la belle je vous la prendrai, la belle je vous la prendrai. Un joli grand lit carré au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. Joli marin, je voudrais y aller, joli marin, je voudrais y aller, joli marin, je voudrais y aller, joli marin, je voudrais y aller. Ton joli trois-mâts carrés au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. La belle sur les trois-mâts carrés, la belle sur les trois-mâts carrés, la belle sur les trois-mâts carrés, la belle sur les trois-mâts carrés. On n'en va pas tous les couper au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. San Francisco à Valparaiso, San Francisco à Valparaiso, San Francisco à Valparaiso, San Francisco à Valparaiso. On verrait mon trois-mâts carrés au bras et bord d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'or carrière. Dans la tempête il a sombré, dans la tempête il a sombré, dans la tempête il a sombré, dans la tempête il a sombré. Le joli trois-mâts carrés au bras et
livre d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'arrière. Talisman de fidélité, en talisman de fidélité. En talisman de fidélité, en talisman de fidélité. Au pied de la fosse est exposé, au droit, livre d'arrière. Les bras sont bien partout carrés, nous sommes plein d'arrière. C'était par un bon vendredi, nous étions partis de Lisbonne. C'est pour en France revenir sur le grand navire de Bayonne. Nous n'eûmes pas doublé les points que le vaisseau vira sus gré. Fallut trimer toutes nos voiles pour y courir au Canoa. Nous avons pris un bout de mer sur le pont de notre navire, les dalles ne pouvant plus fournir, coupons le grand mât, je vous prie. Coupons le grand mât, je vous prie, et jetons les canots dehors. Gardons le restant de nos voiles pour nous y mener à bon port. Il faisait un si grand vent, mon Dieu, la cruelle tourmente. La moitié de nos gens pleuraient, les autres chantaient des louanges. Les autres chantaient des louanges et priaient Dieu à haute voix. Que Dieu ait pitié de nos âmes, puisque la mort il faut avoir. Le capitaine s'est avancé, qui est le maître du navire. Honneur, dit-il, à qui vivra, mon grand mât, c'est ma compagnie. Allons, petits enfants, courage, notre homme, il gouverne bien. Et là, prenez-vous bien de garde, que le vaisseau vire en travers. Nous nous jetâmes à genoux, priant la divine Marie, priant la divine Marie, qui nous a conservé la vie. Une grand-messe feront dire à notre grand rassemblement, à la chapelle de Notre-Dame. Nous prierons Dieu dévotement. All right, if the wind was in our sails, we'd be all right. If the wind was in our sails, we'd be all right. If the wind was in our sails, and we'll all hang on behind, and we'll roll the old chariot along, we'll roll the old chariot along, we'll roll the old chariot along, and we'll all hang on behind. Oh, it'd be all right if we make it around the horn. Oh, it'd be all right if we make it around the horn. Oh, it'd be all right if we make it around the horn, and we'll all hang on behind, and we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along, and we'll all hang on behind. Well, a night on the town wouldn't do us any harm. Oh, a night on the town wouldn't do us any harm. Oh, a night on the town wouldn't do us any harm. And we'll all hang on behind, and we'll roll the old, we'll roll the old, we'll roll the old, and we'll all hang on behind. Well, another festival
festival wouldn't do a singing. Oh, another festival wouldn't do a singing. Oh, another festival wouldn't do a singing. And we'll all hang on behind. And we'll roll the old. We'll roll the old. We'll roll the old chariot along, and we'll all hang on behind. And we'll roll the old. We'll roll the old. We'll roll the old chariot along, and we'll all hang on behind. Ah, Sally Brown, she's a nice young lady. Way, hey, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Ah, Sally Brown, she's a bright mulatto. Way, hey, we roll and go. Well, she drinks dark rum and she chews tobacco. Way, hey, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Well, her father likes a tarry sailor. Way, hey, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Ah, Sally Brown, she likes a good scrumpy. Way, hey, we roll and go. Ah, she likes a bit of the rumpy pumpy. Way, hey, we roll and go. And we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Ah, Sally Brown, she's a nice young lady. Way, hey, we roll and go. Yes, Sally Brown, she's a fine young lady. Way, hey, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. And we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Safe and sound at home again, let the waters roar, Jack. Safe and sound at home again, let the waters roar, Jack. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, rolly, 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 ride-o. Since we sailed from Plymouth Sound, 4 years gone or nigh, Jack, was there ever chummies now, such as you and I, Jack? Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, 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 ride-o. We have worked the self-same gun, quarter-deck division, sponger I and loader you, through the whole commission. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, 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 ride-o. Voilà, les amis, c'était cette petite pause musicale agrémentée de diverses chansons de marins français et anglais. À présent, je poursuis la suite de ce petit exposé sur la place et le rôle des marins protestants dans l'histoire de la piraterie, particulièrement au XVIe siècle. Alors, j'en étais à vous parler des navires qui effectuaient donc la course et donc les navires utilisés par les corsaires. Hein, faites toujours le lien entre la course, ce qu'on appelle la course en termes maritimes, et les corsaires. Juste avant de commencer ce nouveau chapitre, je lis donc vos commentaires, vos échanges et
C'est vrai que, pour répondre à ce que tu disais, Mike, salut Mike, c'est vrai que, des bandits de grands chemins, il y en a toujours eu dans l'histoire de France et ce, dans toutes les régions de France. Chaque, région de France a son Robin des Bois, on va dire, ou bien son bandit de grand chemin. Moi je pense dans, toujours un personnage parce que ça avait marqué ma jeunesse, parce qu'il y avait à l'époque, on n'appelait pas ça des séries, on appelait ça des feuilletons et je me souviens d'un feuilleton en noir et blanc, qui, évoquait l'histoire de Mandrin. Il y a d'ailleurs une, complainte qui fait partie du répertoire de chansons traditionnelles populaires de France qui, évoque, justement ce, bandit de grand chemin qu'est Mandrin et donc, Mike, tu viens toi de mettre en lumière, un personnage, que nous ne connaissions pas ici sur le chat apparemment et c donc, il s'agit de Pomarède, dont la sépulture est placée sur l'entrée du cimetière, sur ordre du roi, pour qu'il soit piétiné à chaque entrée dans le cimetière. C'était un bandit de grand chemin. Et tu ajoutes que son trésor se trouverait toujours planqué dans le coin où tu habites, dans ta région. Voilà, ben, c'est toujours, intéressant de connaître, des histoires, qui ont relevé à leur époque, soit du fait divers et qui devient, à notre époque, quelquefois qui sont rentrés dans la légende, tu vois? Et donc, ben, ouais, c'est toujours intéressant, même à ceux qui sont sur le chat, hein, si vous avez connaissance, de personnages, comme ça dans votre localité, de bandits de grands chemins, eh bien, faites-nous en part, racontez-nous quelques petites, anecdotes et ben, si vous le désirez même, heu, quand le moment est opportun, hein, bien sûr, de venir, monter, sur le live, pour nous en parler. Moi, ça m'intéresse, voilà, si je peux, voilà, susciter la curiosité et en même temps, les connaissances des uns et des autres, pour, rendre service à la culture, eh bien, dites-vous les amis que, tant que je serai ici, et je ne sais pas pour combien de temps, hein, mais tant que je serai ici, eh bien, vous serez les bienvenus pour, pour partager avec nous vos connaissances, là, en l'occurrence, sur les bandits de grand chemin qui sont, notoires dans votre région ou dans votre, localité. Voilà. Donc, je vais continuer, le déroulement de ce petit exposé sur, la place et le rôle des marins protestants dans l'histoire de la piraterie, particulièrement au XVIe siècle. J'en étais à vous parler des navires utilisés par les corsaires. Alors ces navires, utilisés par les corsaires protestants étaient des navires ronds, par opposition aux galères qui étaient, eux, plutôt des navires, effilés, longs et étroits et donc ces navires de corsaires sont des navires ronds à 2 ou 3 mâts qui servaient au commerce ou à la pêche lointaine et n'étaient équipés en guerre que pour la course. Je m'explique, ces navires étaient des navires de pêche à l'origine, avec un équipage de pêcheurs et ces navires de pêche ont été utilisés
par les marins protestants qui ont reçu une autorisation du roi d'aller piller en mer, d'aller piller l'ennemi. Voilà. Et donc, à l'origine, ces bateaux, qui étaient des bateaux de pêche, n'étaient pas équipés en guerre, c'est-à-dire n'étaient pas équipés à l'origine pour porter des canons ou accueillir à son bord un équipage de marins armés. Et ces bateaux, on les appelait souvent barques, mais ne vous méprenez pas, ce n'étaient pas des petites barques. Barque, c'est le nom d'une embarcation, d'un navire, euh, d'un gros navire même, et dont le tonnage variait de 6 à 100 tonneaux pour atteindre parfois 150 et même 200 tonneaux. Alors, je ne vais pas ici vous expliquer ce que c'est qu'un tonneau marin. Vous avez Wikipédia. Si ça vous intéresse de savoir à quoi correspond le tonnage lorsqu'on parle de tonneau, eh bien, vous allez sur Wikipédia, vous consultez et vous prenez vos informations. Donc, ces navires étaient donc des navires ronds que l'on appelait des barques qui, quelquefois, pouvaient atteindre 150 tonneaux de capacité. Et donc, ces navires, ils capturaient des navires beaucoup plus gros qu'eux, comme les 2 caraques vénitiennes prises en 1569 par Jacques de Sores sur les côtes anglaises, dont le port en lourd fut estimé entre 800 et 900 tonneaux. Équipés en guerre, ils portaient des pièces d'artillerie, généralement de petit calibre, en bronze ou en fer de fonte. Car il ne faut pas couler la proie convoitée, mais la prendre aussi intacte que possible. Pour cela, les hommes constituent la force principale de tout navire corsaire. Vous comprenez bien, les amis, que lorsque des corsaires partaient à l'abordage d'un bateau, ou même convoitaient la marchandise d'un bateau, son but, c'était pas de lui balancer des rafales et des bordées de boulets de canon pour couler le bateau, parce qu'il aurait été impossible, justement, de l'aborder et de lui prendre le contenu de ses cales en termes de marchandises. Si le bateau restait à flot, eh ben, c'était beaucoup plus pratique de l'aborder et de venir donc piller les marchandises qui étaient dans les cales et qui restaient au sec. Voilà, pour ce qui est des navires. Je jette un petit coup d'œil sur le chat parce que je vois que ça bouge. Donc Mike, tu nous dis que c'est Jean Pomarède, enterré à Pézenas, dans l'Hérault, pour ceux qui voudraient faire une recherche. Voilà. Bah oui, pour le trésor, c'est vrai que même, il n'y a pas que chez les pirates, hein, même chez les bandits de grand chemin, il y a, paraît-il, parce que on n'est jamais sûr de rien, il y a, paraît-il, bah, des caches au trésor. Il y en a quelques exemples concernant certains personnages notoires de la piraterie, mais il en est de même pour les bandits de grand chemin. Voilà. Ah, Arnaud. Salut Arnaud. Non, non, je cale pas dans la cale. Figure-toi que non, non, ça, le bateau a bonne allure, tu vois. Je maintiens le cap
j'ai toujours un minimum, d'équipage à bord, tu vois? Fidèle matelot, tu vois? Et donc, j'étais, Arnaud, pour ton information, j'étais en train de faire un petit exposé sur, le rôle et la place des marins, protestants, dans l'histoire de la piraterie au XVIe siècle, en disant que énormément de flibustiers, de pirates, de corsaires, de marins français ont fait la course et ont participé à la piraterie. Et beaucoup de ces marins étaient des protestants. Et le fait que ce soit des protestants dans l'histoire du trafic de marchandises, du commerce maritime international, c'est déterminant, c'est hyper important. Parce que, comme je le disais précédemment, les protestants avaient le droit de pratiquer l'usure, alors que c'était auparavant interdit par l'Église catholique. Et donc le fait de pratiquer l'usure dans un, système commercial, et pas le moindre, puisque c'est un système commercial maritime et donc mondial, ça va changer toute la donne, dans, si tu veux, l'évolution des systèmes économiques dans le monde. Voilà. Donc, je poursuis, mon petit exposé. Oui, l'usufruit, Arnaud, c'est ça, c'est ça. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Disons que le prêt à intérêt, en fait. Voilà, et ça, le prêt à intérêt, il y a que les juifs qui étaient autorisés, enfin qui étaient tolérés, tu vois, par, l'Église catholique à avoir cette pratique, mais sinon cette pratique était interdite par l'Église. Et donc c'est à partir de la Réforme, c'est-à-dire du, mouvement, protestant au début, milieu du XVIe siècle, qu'il y a eu un changement, déterminant dans l'histoire de l'économie, et cela facilité justement par les pirates, les flibustiers, les corsaires, de l'époque, parce que la plupart d'entre eux étaient protestants. Voilà, donc je continue, allez. Oui, oui, il y a des trésors, un peu partout, dans les cavernes, mais pas que dans les cavernes. Alors peut-être, avant, bah, justement, quelle heure il est? Oui, ça va commencer à monter. Ben, disons q alors il est, ouais, 18:23. À mon avis, Philippe devrait pas trop tarder, d'ici, entre 18:30 et 19:00, à mon avis, il refera surface. Mais avant, de poursuivre mon exposé, pour et d'ouvrir le chapitre des ports d'attache, on va se permettre une petite pause, musicale de quelques minutes, et puis je reviens. Ah attends, je reviens à vous. Mike a une question. La piraterie, ça ne devait pas être des tendres, ça devait finir sanglotement. Les assauts ou les prises de navires par la force faisaient-ils des prisonniers? Eh bien, je peux répondre à cette question-là. En effet, les pas que les pirates, hein, mais les marins en général, parce que c'était des hommes, qui travaillaient dans des conditions dures, qui étaient exposés à des conditions dures, les premières étant, d'ordre météorologique, et effectivement, lorsqu'ils, partaient en combat, figure-toi que fallait avoir la hargne.
et quand le capitaine annonçait avant la bataille qu'il fallait pas faire de quartier, sans quartier, là, tu savais qu'il fallait que tu y ailles, avec, la rage aux dents, quoi. Donc effectivement, c'était pas détendre, c'était souvent, sanglant, mais je vais apporter des nuances à ça. La plupart du temps, les marins essayaient d'éviter autant que possible, la bataille et particulièrement, la bataille, à corps à corps. C'est-à-dire qu'on vous parle souvent d'abordage. Oui, il y a eu des abordages, mais pas autant qu'on ne pourrait le penser, parce qu'aborder un bateau déjà, c'était pas simple, parce il fallait savoir manœuvrer les bateaux, de manière à ce que, ben, il y ait pas trop de dégâts déjà au niveau de la coque et puis, il fallait réussir la manœuvre d'abordage parce que c'est une manœuvre très, très, très délicate. Parce que même, si tu fais les bonnes manœuvres et que tu arrives à approcher, puis à toucher le bateau que tu veux aborder, heu, avec le moindre des dégâts possibles, quand bien même, lorsque le contact se fait entre les 2 bateaux, un choc se produit et là déjà, si tu es pas bien arrimé, si tu te tiens pas bien au bateau, déjà là, tu as pas mal de bonhommes, tu vois, qui se retrouvent, à plat ventre, sur le pont de chaque bateau et avec un peu de chance, s'ils se sont pas, assommés en claquant leur tête sur un mât, tout va bien, tu vois? Donc ils évitaient quand même, le rapprochement et les combats, au corps à corps. Quant aux prises de navires par la force, eh bien, il y a plusieurs cas de figure, heu, il y a plusieurs cas de figure, dont, en quelques points, la prise d'un navire, mais pas de prise de prisonniers à partir du moment où, l'équipage qui a été pris consent, à se rendre et à, laisser, le commandement au, navire qui vient de faire, la prise, de donner aussi son consentement pour prélever soit la totalité des marchandises, soit une partie des marchandises et dans ce cas, eh bien, le capitaine, qui a pris d'assaut le navire, prisonnier ne fera pas de prisonnier, laissera l'équipage et le capitaine vivants, ne prélèvera du navire que ce que les hommes ont besoin, que ce que le bateau a besoin. Cependant, il y a plein de nuances parce que quelquefois c'était ça, mais aussi il libérait le navire et l'équipage contre une rançon parce que, en fait, c'était pas les hommes d'équipage qui faisaient prisonnier, ils prenaient en otage, si tu veux, les officiers et particulièrement le capitaine du navire qui a été pris, de manière à demander à l'État une rançon avant de les libérer. Et puis, il y a aussi, un autre point, c'est qu'effectivement, les bateaux qui étaient pris et ben, il y avait des prisonniers. En premier lieu, des officiers et des capitaines, parce qu'on peut demander des rançons, mais aussi, quelquefois, des hommes de bord et il arrivait même que, les pirates demandaient aux matelots du navire capturé s'ils voulaient, rester fidèles à leur, capitaine ou s'ils voulaient déserter le bateau pris et venir, se ranger dans les rangs, des pirates.
Voilà pour ces quelques points et pour, résumer parce que en fait, tu vois, il y a plein, plein, plein de cas de figure. Donc voilà, je continue de suivre vos commentaires. Les pirates plat sur le dos, Arnaud. Alors, abordage, éperonnage, il faut se tenir où on peut. Bah, l'éperonnage, c'était particulièrement, dans l'Antiquité. L'éperonnage, c'était, dans l'Antiquité, les trirèmes qui étaient, équipés à l'avant du bateau, d'une superstructure en forme d'éperon, effectivement, et ils allaient, non pas à l'abordage des navires, coque contre coque, bord contre bord, mais ils allaient effectivement éperonner, les navires, l'éperon fendant, tous les endroits du navire ennemi, que ce soit l'avant, par travers ou, à l'arrière. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de vous lire. Alors, oui, donc je vous avais proposé, une petite pause, musicale avant de poursuivre, mon petit exposé avec le chapitre, qui évoque les ports d'attache. Donc à nouveau, une petite pause musicale. Je reviens à vous d'ici quelques minutes. Merci d'être là, merci de rester à l'écoute. Vous pouvez toujours, dialoguer entre vous sur le chat. J'envoie les chants de marins, c'est parti. Oftentimes have we laid out, toil no danger fearing, tugging out the flapping sail to the weather rearing. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, rolly, 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 ride-o. When the middle watch was on and the time went slow, boy, who could choose a rousing stave? Who like Jack or Joe, boy? Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, rolly, 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 ride-o. There she swings an empty yoke, not a soul below now. Number 7, starboard mess, Mrs. Jack and Joe now. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, rolly, 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 ride-o. But the best of friends must part, fair or foul the weather. Can you flip her for a shake? Now a drink together. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, rolly, 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 ride-o. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, rolly, 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 ride-o. The smartest clipper you can find is Ho-way, ho-ah, you most done. She's the Margaret Evans on a Blue Star line. Clear away the track and let the bull giant run to me. Hey, rig a jig and a jaunting gun. Ho-way, ho-ah, you most done. With Liza Lee all on my knee. Clear away the track and let the bull giant run. Our outward bound for the West Green Pier. Ho-way, ho-ah, you most done. We're going shale and Liverpool beer. Clear away the track and let the bull giant run to me. Hey, rig a jig and a jaunting gun. Ho-way, ho-ah, you most done. With Liza Lee all on my knee. Clear away the track and let the bull
Giant Run. And when we're over in New York town, ho-way, ho, you most done. We'll dance them Bowery girls around. Clear away the track and let the Paul Giant Run. To me, hey, rig a jig and a jaunting gun. Ho-way, ho, you most done. With Liza Lee all on my knee. Clear away the track and let the Paul Giant Run. On a Margaret Evans of the Blue Star Line. Ho-way, ho, you most done. She's never a day behind her time. Clear away the track and let the Paul Giant Run. To me, hey, rig a jig and a jaunting gun. Ho-way, ho, you most done. With Liza Lee all on my knee. Clear away the track and let the Paul Giant Run. Oh, when we're back in Liverpool town. Ho-way, ho, you most done. I'll stand just whiskies all around. Clear away the track and let the Paul Giant Run. To me, hey, rig a jig and a jaunting gun. Ho-way, ho, you most done. With Liza Lee all on my knee. Clear away the track and let the Paul Giant Run. To me, hey, rig a jig and a jaunting gun. Ho-way, ho, you most done. With Liza Lee all on my knee. Clear away the track and let the Paul Giant Run. Oh, the work was hard and the wages low. Leave her, Johnny, leave her. I guess it's time for us to go, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Oh, I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Oh, tomorrow you will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. The winds blew foul and the seas run high. Leave her, Johnny, leave her. We shipped 'em green and none went by, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. The mate was a bucko and the old man a tug. Leave her, Johnny, leave her. And the boatswain was a beggar with a middle name of work, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. The old man swears and the mate swears too. Leave her, Johnny, leave her. The crew will swear and so would you, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Voilà les amis, cette petite pause musicale avec cette série de chants marins. Je vous rejoins à présent sur le chat. Coucou Gersolinde, salut. Et donc, voilà. Mike, tu nous dis l'histoire du comte de Monte Cristo relate un fait
Du genre, dans la version vue au cinéma, il intégrait un groupe de pirates juste après s'échapper de sa prison avec le trésor de l'abbé Ligne de Mire. Oui, oui, on connaît, ce chapitre, de l'histoire du roman de Monte Cristo. Je voudrais rebondir sur les échanges qu'on a eus, pendant la pause, musicale, au sujet du lien, qui a été mis, le lien qui permet de monter en streaming, de monter sur le live. J'ai pendant la pause musicale, j'ai envoyé un mail à Philippe, et donc il devrait pas tarder à venir, donc il va pouvoir monter sur le live et faire monter celles et ceux, qui le désirent en cliquant sur le lien StreamYard. Voilà, donc si vous voulez monter, sur le live, eh bien, vous attendez quelques instants. Philippe ne devrait pas tarder, d'autant que Arnaud me confirme qu'il a contacté également, Philippe pour lui demander de venir sur le live. Puisqu'il en est ainsi et que la petite pause musicale est terminée, je vais à mon tour, terminer mon petit exposé et donc je vais poursuivre là où j'en étais. Pour, résumer, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début de l'exposé, c'est un exposé, qui, tient du sujet, de la piraterie et là, en l'occurrence, je vous parlais du rôle et de la place des protestants, des marins protestants, au XVIe siècle, donc du rôle de ces marins, protestants, qui, ont joué un grand rôle dans l'histoire de la piraterie. J'ai fait, la distinction entre, pirates et corsaires. J'ai évoqué, plusieurs autres chapitres, auparavant, à savoir, l'implication des huguenots, dans la guerre de course, c'est-à-dire l'implication des protestants dans, la piraterie, en général. Un autre chapitre qui portait sur les principaux corsaires huguenots. Ensuite, un chapitre qui évoquait, les navires de course, quel type de navire était utilisé, par, ces pirates et j'en étais donc au port d'attache. Donc voici ce chapitre sur les ports d'attache et je peux dire, concernant ce chapitre que sur les côtes françaises, les ports d'armement des corsaires huguenots furent essentiellement Dieppe et La Rochelle, mais aussi ceux de l'estuaire de la Seudre, Marennes, Arvers, La Tremblade. Les marins de ces ports vont constituer une pépinière de corsaires dont les navires se livraient avec les mêmes capitaines et les mêmes avitailleurs, aussi bien à la pêche à la morue en temps de paix qu'à la course, c'est-à-dire à faire de la piraterie contre l'Espagnol. La ville du Havre fut aussi, à partir de 1562, pendant son occupation par les Anglais, un redoutable foyer de guerre de course contre les navires catholiques dans la Manche essentiellement. À partir des côtes françaises, la zone d'activité des corsaires s'étendit depuis Calais jusque sur les côtes d'Espagne et du Portugal et même jusqu'aux Açores et en Barbarie. En 1574, on dénombre 60 navires et barques équipés en guerre qui courent la mer.
Leurs capitaines étaient pour beaucoup des Normands originaires de Fécamp, de Dieppe, d'Yport, qui s'étaient repliés à La Rochelle. C'est d'ailleurs à La Rochelle que se débarquaient et se négociaient les prises des corsaires locaux, mais aussi ceux d'autres origines. 29 navires espagnols ou flamands sont amenés à La Rochelle en 1570 et 34 navires espagnols en 1571. Les ports d'Aunis et de Saintonge reçurent aussi de nombreuses prises. La Rochelle fut aussi une base d'opération pour les corsaires zélandais appelés les gueux de mer. Les corsaires zélandais étaient les gueux de mer du fameux prince d'Orange. Guillaume de Nassau y résida même en 1571 et 1572. Je finis mon chapitre en disant que les protestants français accordaient ainsi une aide précieuse à ce dernier par leurs corsaires qui attaquaient les navires espagnols pour priver Philippe II des richesses du Nouveau Monde et diminuer ainsi les ressources du duc d'Albe dans sa répression du soulèvement des Pays-Bas. Ils interceptaient aussi des navires apportant vivres et munitions aux troupes espagnoles. J'en ai fini pour ce chapitre. Chers amis, vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends.